Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Mine de rien, depuis 1986, nous en sommes à notre 70e entrevue. Autant au pouvoir que dans l'opposition, autant à titre de ministre que de député. Alors, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. J'avais hâte de vous retrouver parce que j'aime ça, cette communication de proximité avec les électeurs. Et croyez-moi, M. Gendron, c'est réciproque. Merci. Et je tiens à vous remercier aussi de votre assiduité depuis 1986, l'année où le poste ici a ouvert. Et je tiens à préciser aux gens aussi que même à titre de ministre, vous n'avez jamais refusé mes invitations. Et ça, c'est tout en votre honneur, monsieur. Je vous remercie, mais j'y tiens compte tenu du lien de proximité que je veux maintenir avec mes électeurs. Monsieur Gendron, un rôle, on vous nomme, quand on vous présente, toujours vice-premier ministre, mais on ne parle peut-être pas assez souvent. Quel est ce rôle-là? Parce que quand on regarde une industrie, on va faire un parallèle très vite, quand on regarde une industrie, on sait qu'il y a un président, il y a un vice-président. On dit tout le temps que le vice-président seconde le président. Lorsque le président n'est pas présent, c'est le vice-président. Est-ce que c'est la même chose au gouvernement pour un vice-premier ministre? Tout à fait. Je suis content, mais très rapidement. Le vice-premier ministre, il est le numéro 2 du gouvernement. Il seconde et appuie la première. Il répond à ses demandes personnelles, mais comme première ministre, pas au sens personnel. Exemple concret, je suis allé à Rome récemment, mais c'est le vice-premier ministre qui est allé à Rome, à la demande du gouvernement du Québec. Je suis allé en Chine, diriger une délégation. Bon, c'est la première ministre qui a demandé que ce soit le vice-premier ministre qui dirige la délégation, parce que en Chine, c'est bien important, la proximité entre les élus et les gens d'affaires. Il arrive fréquemment que Mme Marois m'appelle et dit « Bon, ben regarde, là, on vient de recevoir, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, une délégation de la Russie. Puis c'est un vice-gouverneur russe d'une section de la Russie. Puis il dit, lui, il veut absolument avoir un échange avec le vice-premier ministre. » Alors, j'ai été obligé de faire un petit apprentissage des sujets qui voulaient, pas de la langue russe, mais des éléments qui voulaient toucher. Alors, on a ce qu'on appelle un ministre du ministère des Relations extérieures, puis du commerce extérieur, M. Jean-François Lisée, avec une équipe de spécialistes. J'ai rencontré les spécialistes, puis rapidement, on m'a fait briefer sur les éléments qu'il voulait toucher. J'ai eu une séance de travail avec lui d'une heure. Il m'a fait rencontrer un gars. Mais c'est juste pour dire que moi, j'ai pris 3 heures de mon temps de vice-premier ministre à la demande de la première ministre qui ne pouvait pas les rencontrer. La première ministre a fait un horaire de fou, mais elle ne peut pas tout faire. Alors, un numéro 2, il remplace. Une autre affaire importante, il arrive des fois que la première me dit, bon, ben regarde, au Conseil des ministres, là, on va parler de ça, là. Moi, je compte sur toi, là, j'ai besoin de ton appui. Puis compte tenu de l'expérience que tu as, la force morale de ton point de vue, faut que tu parles là-dessus. Et c'est pas mon dossier. Autrement dit, c'est pas un dossier du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Elle se sert bien du patriarche à ce moment-là. Juste une dernière question sur ça avant de passer à un autre sujet, M. Gendron. Est-ce que lorsque la première ministre peut être à l'extérieur du Québec. C'est automatique. C'est automatique. C'est vous qui dirigez le Québec. Et est-ce que vous pouvez prendre des décisions comme premier ministre, oui. OK. C'est ça que je voulais savoir. Donc, vous n'avez pas... Mais toujours à la condition que la première, puis c'est arrivé à 2 reprises, elle a donné ce qu'on appelle le décret d'exécution de la fonction de premier ministre, en me disant, t'as plein pouvoir, sauf si moi je décide, parce que elle a des contacts pareils, puis c'est normal. Quel que soit, peu importe, il n'y a pas de journée, même ailleurs, qu'elle n'a pas un lien avec le Québec. Et là, elle sait ce qui se passe. Et après ça, aujourd'hui, avec Internet, puis bon... C'est assez facile de... Par contre, si elle dit, ben, regarde, là-dessus, là, j'aimerais ça que tu prennes une décision, puis vas-y dans tel sens, on se parle. Monsieur Gendron, un autre dossier qui est très important pour les producteurs de bovins, parce qu'on va parler de votre ministère, qui est l'agriculture, qui est un très gros ministère. L'aide spécifique pour soutenir les producteurs de bovins du Québec, quelle est cette aide, M. Gendron?
Alors, strictement, je suis content de poser la question parce que d'abord, elle ne s'applique pas beaucoup aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Je le savais. Donc, je ne sais pas si vous faites référence aux commentaires de mon ami président de l'UPA, parce que je suis un ami personnel. On en revient là-dessus. On va en venir. Mais je vous le dis tout de suite, là, lui, il a fait un commentaire en disant ça ne réglera pas le problème. Je le savais. Puis il savait, moi aussi. Lui aussi, il savait avant. Autrement dit, cette mesure-là d'efficacité, c'est une mesure très précise qui m'a été demandée dans tout le Québec. Mais c'est pour les gens qui ont une production inférieure à 100 000 par année. Ce qui n'est pas le cas ici. Pas du tout. Tous mes gros producteurs de bovins, ils sont tous au-dessus de ça. Et mon président, pas vrai, le président le sait. Les gens de l'UPA de l'Abitibi le savent. Donc, j'ai trouvé ça... C'est correct, il n'y a pas de dissension, là. Mais je vois pas ce que ça donne de dire ça ne s'appelle pas chez nous. Il savait avant. Bon, puis je ne l'ai pas fait pour ça. Monsieur Gendron, juste pour éclairer les gens, là, parce qu'on parle du président de l'UPA, M. Vachon, je vais juste lire très vitement ce que M. Vachon a dit concernant cette politique-là. C'est pas de trouble, mais on lit quelque chose qui veut rien dire parce que ça ne s'applique pas d'habitude. Oui, mais justement, M. pareil. OK. Il reste que selon le président régional de l'UPA, M. Sylvain Vachon, qui exploite lui-même une ferme de veaux d'embauche, il dit, et je le cite, « Cette aide ne fera pas la job. En Abitibi, la grosseur des troupeaux représente plus souvent qu'autrement un revenu brut plus important que le 100 000 $ dont il est question ici. Ce n'est pas en région que ça aura le plus d'impact. Ce n'est pas ça qui va rétablir la situation. » Exact. Ça n'aura aucun impact en région. Il le sait. J'ai fait venir M. Keating, qui est le président directeur général de la financière, de qui relève ces programmes-là. Ça, j'aurais aimé que ça soit associé. Mais je ne chiale pas, là. J'ai pas de trouble avec... on s'entend bien, là. Mais j'aime pas qu'on fasse un commentaire sur quelque chose qui s'applique pas. Ça donne quoi, là, comme info? Parce que ça, là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour le Québec. Oui. C'est demandé pour le Québec un peu. Ça va toucher 68 % des producteurs concernés de tout le Québec. Ça a été salué dans la terre de chez nous. Ça a été salué par le président national. Le président national lui a dit c'était un bon petit programme. Alors moi, je l'ai fait pour les qui de droit. Quel serait le programme idéal pour nous ici en Abitibi-Témiscamingue? Est-ce que ça serait de monter la cote du 100 000 plus haut? Non, pas du tout. Non? C'est d'avoir des paramètres. Là, il faut connaître comment se font les programmes de la financière. C'est d'avoir les bons paramètres, très calmement, là, qui permettraient que le programme national de la financière sur les veaux de grains et le programme vache-veau, parce qu'il s'appelle de même pour les bovins, puissent avoir de l'incidence pour leur donner de l'eau au moulin plutôt que l'inverse. Là, on applique le programme, puis la conséquence, savez-vous que c'est que on n'accepte pas le coût réel des intrants. Puis la conséquence, c'est que tu te qualifies jamais. Tu passes toujours à côté de la grille. Donc, un programme qui existe, mais que tous ceux qui essayent de l'avoir ont comme conséquence que tu ne qualifies jamais, il faut corriger les paramètres pour qualifier quelqu'un. Autrement dit, moi, quand j'ai fait venir M. Keating, pour que les gens comprennent, j'ai pris les 18 meilleurs producteurs de bovins, puis ils me disent que votre programme, M. Keating, en financière, là, a comme conséquence de les appauvrir. Donc, un programme d'aide qui appauvrit mes producteurs agricoles, moi, j'en veux pas, là, comme ministre. Vous êtes d'accord là-dessus, là? Donc, un peu, ils travaillent pour ajouter les bons paramètres avec le programme d'adaptabilité. Parce que là, je le sais que c'est technique, puis un peu plate, mais on n'a pas le choix. Il faut expliquer les vraies choses. L'un plus l'autre. C'est-à-dire les bons paramètres dans le programme vache-veau, plus le programme d'adaptation qui existe ici en Abitibi-Témiscamingue suite à notre différence dans le modèle national, les deux éléments devraient avoir comme conséquence, là, de soutenir les producteurs. Parce que le problème, c'est pas compliqué. En un mot, là, le problème, c'est pas compliqué. C'est que les céréales sont tellement dispendieuses, le prix des céréales est tellement élevé, que là, les gens qui sont là-dedans, là, ils mangent le bas. Ils mangent le bas, leur liquidité, puis ils perdent de l'argent. Un programme de la financière qui est supposé les soutenir quand tu perds de l'argent, il faut que tu corriges le programme. Monsieur Gendron, vous connaissant comme je vous connais, si vous seriez dans la chaise de l'opposition comme député d'Abitibi-Ouest, vous seriez peut-être un des premiers à crier sur tous les toits. Ce programme-là, encore une fois, ne s'applique pas chez nous. Exact. Mais là, vous êtes ministre et vous faites un programme qui ne s'applique pas dans votre comté. Mais pas celui-là, parce que je fais un programme... Là, vous le prenez à l'envers. Mais c'est quand même ça, là. Non, c'est pas ça, parce que moi, à partir du moment, c'est comme quelqu'un, par exemple, vous dites, il faut absolument aider le logement social. On va se comprendre très bien. Puis là, pour aider le logement social, ça prend ce qu'on appelle des faibles revenus.
Supposons que la SAD n'a pas. Tous les gens sont au-dessus de 80 000. Vous me faites une crise en disant comment ça se fait, les autres qui n'ont pas droit à ce qu'on appelle le critère pour avoir droit à une aide de logement à faible revenu. Tout le monde est 80 000 et plus, puis je me fais rentrer dedans. J'accepterai pas ça. Ça marche pas, votre affaire. Le programme que j'ai mis, là, c'est un programme très ciblé, très raffiné, qui répond à 82 % des producteurs du Québec, parce que c'est là, tous ces gens-là sont en bas de 100 000. On devrait me féliciter et dire bravo. J'ai pris la peine de vous dire que pour ce qui est de l'Abitibi-Témiscamingue, avant que j'annonce le programme que mon ami Sylvain a critiqué avec raison, je dirais la même chose que lui. Oui, exactement. J'avais déjà, il y a un mois, posé un geste pour que la financière m'arrive avec un programme qui va aider les producteurs de bovins. Tu comprends-tu? Okay. Et ça, ce programme-là, là, il s'en vient, il n'est pas sorti. Donc, on devrait avoir une suite à ça, M. Gendron. Et comme je vous connais, je suis persuadé que suite, il y aura. Oui, parce que je ne lâcherai pas, moi, tant que je n'aurai pas un programme qui va me permettre... Là, présentement, on soustrait. Moi, je veux qu'on additionne. C'est pas compliqué à comprendre, ça. Quand on soustrait, je perds des joueurs. On a assez perdu de fermes et d'exploitation. Oui. Fait que moi, je vais tout faire pour pas en perdre. Une autre politique, M. Gendron, qui est de votre ressort, politique de la souveraineté alimentaire. Ah oui. Ça, c'est d'une extrême importance. Ça, quand les gens, d'accord, je suis certain que les gens la comprennent, sauf que les gens, des fois, qui pourraient douter un peu, mais si on n'a pas une politique sur la souveraineté alimentaire, les producteurs sont dans le trouble. Ils sont plus que dans le trouble. Si les produits des producteurs agricoles viennent pas sur les tablettes après être transformés, vous avez suivi certains, là, on vient de casser la chaîne alimentaire. Donc, moi, je vais avoir une politique de souveraineté alimentaire, pas compliquée, pour qu'il y ait plus de produits québécois sur les tablettes et dans notre assiette. S'il y a plus de produits, puis il n'y aura pas juste ça dans la politique agroalimentaire, sûrement pas. Mais s'il y a plus de produits dans nos assiettes, ces tablettes, savez-vous ce que ça fait? Ça fait, comme j'ai vu hier, là, je ne rappellerai pas de secret, mais il m'a juste nommé la compagnie. AgroPure est venu me présenter un projet extraordinaire de développement. Ils m'ont dit, ferme-toi le zip, par exemple, parce que là, c'est le premier contact, on travaille dessus. Un beau projet stimulant à mort. Eux autres, ils veulent faire plus de transfo, répondre aux besoins du marché du consommateur qui veut plus de produits québécois, parce que quand il y a plus de produits québécois, ils sont plus écologiques. Ils respectent davantage l'environnement. Il y a moins d'effets de gaz à effet de serre. Ils sont bons pour la santé. Regardez Aliments du Québec. Aliments du Québec, il y a 4 ans, il y en avait 4 000 chez Tablette. Là, on est rendu à 20 000. Il y a 20 000 produits du Québec qui portent le SIG, Aliments du Québec ou Aliments produits au Québec. Ça, c'est une belle progression pour de la souveraineté alimentaire, pour la maîtrise de notre alimentation. Est-ce qu'on va y arriver à 100 %? Ben non, parce qu'on peut pas mettre, on vit pas sur une île déserte. Donc, il va y avoir encore des multinationales qui vont nous importer, et c'est normal, de leurs produits. Est-ce qu'il va rentrer encore de la tomate du Mexique? Ben oui. Est-ce que j'aimerais mieux qu'il y en ait le moins possible? Ben oui. Parce que quand il y a moins possible de tomates du Mexique, c'est bon pour les producteurs, c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour la chaîne alimentaire, c'est bon pour la transfo, puis c'est bon pour l'économie du Québec. Monsieur Gendron, est-ce que cette politique-là, d'abord, c'est dans le but de donner vraiment un nouveau souffle au secteur alimentaire? 100 % c'est bon que vous ayez pigé, parce que c'est carrément ça. De l'oxygène, de la confiance. Vous préparez, monsieur Gendron, à vous avez lu un peu. Du souffle, de l'oxygène. Non, mais regarde, je suis sérieux, là. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait dans les 5 dernières années dans le secteur agroalimentaire? On a causé. Suite au rapport Pronovo, là, il y a eu moult tables, forums, commissions parlementaires, livres verts, plus pâle, un peu de blanc. Moi, je veux plus de livres, je veux plus de ci, je veux une politique de souveraineté alimentaire qui donne les orientations avec un plan d'action. Puis là, dans le plan d'action, on dit on commence par, exemple, une loi pour contrer l'accaparement des terres. Parce que moi, si je veux qu'il y ait plus de produits des tablettes, il faut que je contrôle l'accaparement des terres. Il faut que j'empêche la spéculation foncière. Il faut que je protège le zonage agricole. Et là, tout de suite, il y a des gens qui disent il est pour ça en mort, là. Puis toi, t'es pour le zonage. Je suis critique quant à l'application de la loi du zonage. Je trouve qu'on l'applique bêtement à des endroits, puis on est trop sévère. Parce qu'on ne peut pas faire une occupation dynamique du territoire, vous me suivez sûrement, puis toujours défendre du développement, puis non.
fais pas ça, bâtis pas ici, construis pas ici, puis étouffer le développement. Moi, je veux de l'occupation dynamique du territoire. Mais est-ce que dans la grande plaine de Montréal, le 450, où les terres ont une valeur exponentielle, les terres valaient 4-5 millions, ils sont rendus à 12-13. Essayez de vous acheter une terre dans Laurentides de la Nodière ou dans la région de Saint-Hyacinthe, en bas de 12-13 millions, impossible, juste la valeur de la terre. Donc, il faut protéger les terres agricoles, là. Est-ce qu'il faut avoir autant d'exigences aussi serrées dans toutes les régions périphériques? Non. Monsieur Gendron, suite à cette politique-là, vous connaissez certainement Mme Magali Delaumier, qui est directrice générale de la Fédération de la relève agricole du Québec, qui dit, elle, mais bien que les grandes lignes de la politique semblent remplies de vertus, le gouvernement reste très vague sur les effets concrets de cette politique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette dame-là? Je dis qu'elle a raison. Parce que moi, j'ai toujours parlé frère, le monde me connaît. Oui. Elle a raison parce que, je lui ai dit, là, nous, on a dit, on va mettre 25 millions par année pour la relève. On ne peut pas le livrer cette année à cause de l'état des finances publiques lamentable. Donc, elle voudrait que tout de suite, là, je sois capable de mettre de l'argent. D'ailleurs, j'avais une journaliste hier, première question qu'on m'a posée. Comment vous allez mettre de l'argent là-dedans? J'ai dit, y a-t-il moyen, au Québec, de temps en temps, de parler de politique sans parler toujours d'argent? Parce que moi, je vais vous prouver que je vais être capable de faire une politique de souveraineté alimentaire avec pas beaucoup d'argent, mais qui va donner de la confiance, du stimulus, de l'engouement. Puis c'est commencé. Là, je sais bien que c'est pas votre Bible quotidienne ou votre journal de nuit, mais la Terre de chez nous, ça fait à peu près 10-12 fois, très élogieux par rapport à l'action du ministre en peu de temps. Je me suis fait dire hier, oui, c'est ça, hier c'était... Aujourd'hui, c'est vendredi. Hier, c'était jeudi. Oui. À la Fédération des producteurs de lait, avec M. Rancourt qui était présent, Daniel. Alors, vous pouvez... Pas Daniel, excusez. Gabriel, président de la Fédération du lait de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Okay. Il était content, puis il y a quelqu'un qui était là au micro, puis il a dit, vous, là, depuis que vous êtes là, vous avez fait plus que les 7-8 dernières années. Bon, je ne veux pas savoir si c'est vrai ou pas, là, mais lui, c'était son point de vue. Mais ils sont mis à énoncer une série d'exemples dans la politique, là, qui va donner de l'oxygène, du souffle, et ça ne sera pas tout avec de l'argent. Ça va être des programmes plus souples, plus adaptés, contrer la spéculation foncière, modifier la loi du zonage agricole, donner plus de support à la transformation des produits québécois, puis plus d'aliments du Québec chez Tablette. Ces 4 vecteurs-là là, vont donner de l'engouement pour du développement. Mais la madame de la relève, là, d'abord, je connais très bien son président, M. Audette. Le président de la Fédération de la relève a dit à peu près la même chose. Dans le plan d'action qui va accompagner la politique, j'aurai quelques petites surprises pour lui et j'attendais le plan d'action. Monsieur Gendron, on en a parlé lorsque vous étiez dans l'opposition. J'aimerais revenir, mais très vitement, sur le sujet, parce que quand même, mais c'est un sujet quand même qui a fait beaucoup couler beaucoup d'encre. La fameuse abattoir Lévinoff-Colbex. Bon, il y a une enquête qui a été demandée par votre gouvernement sur la transaction qui est survenue en 2005. On l'explique très, très, très vite, là. Les frères Cola ont vendu à la Fédération des producteurs bovins du Québec pour 62,5 millions. Le gouvernement a fait un prêt de 19 millions sur ça. En octobre dernier, Colco Fin Consultant, qui appartient aux frères Cola, a offert de racheter l'affaire pour 700 000 $, soit 61,8 millions de moins que le prix de vente. C'est abominable. C'est quoi, ça, cette affaire-là? Bien, justement, vous venez de le dire, mais là, écoutez, il faut tout rappeler un chat, il faut faire attention... malgré tout, mais regardez, ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Manifestement, il y a eu du gaspillage de fonds publics dans la transaction. Qu'est-ce que je veux bien croire que c'est des gros collecteurs de fonds à la caisse du Parti libéral, mais il y a un bout, là. Donc, moi, j'aimerais mieux, parce que là, c'est ma responsabilité ministérielle qui m'oblige à dire, je parlerai davantage quand je lirai le résultat de l'enquête. Mais là, nous, on a mis un quasi-enquêteur judiciaire là-dessus, parce que là, il faut faire attention aux mots. Mais il y a un mandat assez précis de fouiller la transaction avec des comparables pour comprendre qu'est-ce qui s'est engraissé là-dedans, là. Puis il y en a qui sont engraissés pas à peu près, là. Donc, il faut essayer de savoir sans que ça coûte trop de sous.
Puis après ça, ben, c'est tout. Est-ce qu'il y aura moyen de récupérer? Est-ce qu'il y aura moyen d'envisager que le gouvernement au moins puisse retrouver ses nombreuses billes? Parce que si eux autres, au même dossier, les mêmes joueurs du Bogard, on va faire 600 000, puis ils ont bénéficié de fonds publics à la hauteur de 30. Oui, mais il y a eu une autre affaire. Oui, OK. Fait qu'à peu près à la hauteur de 30, il y a un bout, là. Ben, c'est pour ça qu'il y a une enquête. Donc, ça veut dire que c'est un dossier quand même que, comme ministre de l'Agriculture, vous allez suivre de près. Il n'y a pas le choix, pas être de près. Quand le ministre des Finances a autorisé la quasi-enquête que je viens de parler, c'est parce que c'est à cause de la présence d'Investissement Québec et de le respect de celui qui a mis des billes. Mais c'est clair que c'est venu au Conseil des ministres, c'est clair que le ministre de l'Agriculture était dans le coup, il m'a demandé mon avis, je connais le dossier de A à Z, je pourrais dire des choses, je fais attention, c'est sous enquête. Oui, parce que c'est sous enquête. Monsieur Gendron, on va sortir du ministère de l'Agriculture, mais par contre, on va aller quand même avec les redevances minières, parce que vous, étant ministre de la région... Responsable, responsable, c'est ça. Ça vous concerne aussi beaucoup, beaucoup. Énormément. Certain. Alors, si on parle de redevances minières, on dit que le gouvernement propose d'imposer un système de redevances hybride aux compagnies. C'est quoi exactement? Strictement deux affaires. Hybride, ça veut dire taxer ce qu'on appelle les surprofits s'il y en a. Mais partons pas à peur. Les gens disent, ça n'a pas de bon sens. T'as peu. Moi aussi, je suis d'accord de ne pas taxer s'il n'y a pas de surprofit. Il s'agit juste de s'entendre dans une grille. Qu'est-ce qu'on appelle surprofit? C'est que, exemple, à un moment donné, il arrive un boom minier, très simple. Le coût de production d'un once d'or a déjà été à 240, 250, 300. Ah, il est plus élevé que ça, là. C'est près de 300 qui disait. Ouais. C'est ça. Puis, s'il est à 300, puis le prix de l'or monte à 1800, admets-tu que la part de l'État devrait être plus importante? Elle ne l'était pas quand le système de redevance n'est pas arrimé. Okay. Donc, le surprofit, ça veut dire quelque chose qui nous permet d'établir qu'à un moment donné, quand il y a une hausse subite pour des raisons de marché international, c'est pas vrai que cette ressource-là peut profiter qu'à l'actionnaire. Il faut qu'elle profite à tous les Québécois parce qu'il y a un emprunt environnemental dans le développement des mines. Et le gouvernement doit casquer l'emprunt gouvernemental en réparation du milieu. Ensuite, là, je ne peux pas donner un cours. Mais vous avez demandé c'est quoi hybride? Ben, ça, c'est le premier bras. Le deuxième bras, c'est ce qu'on appelle l'extraction du brut. Parce que tu sois petit ou gros, dès que tu fais un emprunt environnemental de petite quantité, on a dit, bon, ben là, il faudrait qu'il y ait une redevance. Je ferais juste expliquer le système, là, sur ce que j'appelle la matière première, pas juste le profit, que tu extirpes, compte tenu encore là de l'emprunt environnemental. C'est ce qu'on appelle un régime hybride. Okay. Par contre, sur les redevances, j'en profite, là. Faut faire attention. C'est un marché fragile, faut pas tuer la poule, c'est une région minière. Moi, ça me tente pas d'affaiblir l'avantage que nous avons présentement depuis 2-3 ans, à une chance qu'on a le milieu minier, pour suppléer aux deux autres bras qui ont été très affectés, qui s'appellent l'agriculture et la forêt. La forêt commence à remonter un peu. Là. Dit, là, exactement. Mais il faut être prudent. Donc là-dedans, on va être prudent, mais on va être honnête. La ressource, la ressource naturelle, là, dans les mines, là, c'est une ressource qui appartient à tous les Québécois. Il faut que le Québec en profite. Monsieur Gendron, juste une dernière chose dans ces redevances-là, puis très vitement, parce que je voudrais aller dans des projets spécifiques régionaux. C'est à vous à contrôler la... Pourquoi les mines ont-elles est-ce que les mines ont raison de craindre ce qui va ressortir un petit peu de tous ces redevances minières-là? Les chambres de commerce montent aux barricades, tout le monde a peur. Oui, regardez, c'est parce que c'est une défense légitime compte tenu des indicateurs qu'on reçoit. Est-ce que vous savez, là, sûrement, parce que je sais que vous suivez l'actualité, là, est-ce que depuis 1 an et demi, on a des signes qu'il y a un ralentissement de l'investissement minier et une réduction de la valeur du multimétallique? La réponse, c'est oui. Est-ce que le financement de l'exploration est facile? La réponse, c'est non. Ah bon? Quand vous serez là-dedans, puis vous avez ces signes-là, c'est quoi que vous allez dire au gouvernement? Hey, fais attention, là. Le momentum n'est pas terrible pour hausser. Dernier point, vous êtes sûrement au courant que les libéraux avaient haussé les redevances. Ils étaient à 12, puis ils ont monté à 16. Présentement, quand les redevances passent de 12 puis ils s'en vont à 16, on est les plus hauts au Canada. Donc, il faut faire attention à la compétitivité. Est-ce qu'il reste de la marge? Ça, il faut l'évaluer. Et c'est pour ça qu'on est prêt, là, dans pas grand temps. L'important, c'est ma conclusion, il va falloir arrêter l'incertitude que ça crée. Donc, là, il faut se brancher. Quand
le gouvernement va-t-il sortir C'est une question d'une sa politique minière, autrement dit? Là, je parle juste redevance. Parce que la politique minière, ça, c'est la loi Chébin, c'est complètement autre chose. Ce qui faisait problème présentement, c'est redevance. Je voulais vous dire, justement, les redevances, on devrait savoir ça bientôt. Couple de semaines. Maximum. Et ça, c'est fiscal. Parce que l'émission passe le 1er mai, c'est donc dire qu'on devrait, en principe, être, si on n'est pas au courant là, on devrait l'être bientôt. Vous devriez l'être. Monsieur Gendron, comme ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a quelques gros dossiers. On en parle. On va y aller surtout avec les deux principaux que moi, je juge vraiment. Ils sont tous très importants, sauf le centre hospitalier de Macamic, qui est la régie régionale, en a fait son cheval de bataille. Priorité numéro un. Sa priorité numéro 1, c'est l'agrandissement par l'interne, un projet de 12-13 millions. Le dossier en est rendu où, M. Gendron? J'espère, c'est juste plate, là, mais j'espère avoir des bonnes nouvelles très prochainement. Okay. J'ai déjà des choses que je ne peux pas divulguer pour des raisons de responsabilité gouvernementale, mais le dossier va bien. Il chemine bien. Il fait pas qu'il chemine bien, je vous le dis. Surprenez-vous pas s'il n'y a pas prochainement de bonnes nouvelles à ce sujet. On va passer à un autre dossier. Vous me voyez venir. Il est sur les tablettes depuis 5, 6, 7, 8, 9. On pourrait en mettre. Ouais. La fameuse prison d'Amos, on n'ira pas avec des mots grands de même. Là. La prison d'Amos, il n'y a pas encore eu un coup de pelle, il n'y a absolument rien encore. Qui était 111 millions, doit être rendu à 150 aujourd'hui, c'est un peu normal. Vous en faisiez une priorité, M. Gendron. Je sais que vous n'êtes pas au pouvoir depuis 3-4 ans. C'est rendu où? Regarde, c'est rendu où? Ça demeure une priorité prioritaire. Et pour moi, et pour le gouvernement, et là, encore là, puisque vous lisez, vous avez sûrement vu la déclaration du ministre de la Sécurité publique il y a 3 semaines, un mois. Environ. J'ai besoin des 4 prisons. Oui, exactement. Et nous allons faire les 4 prisons. Oui, je le vois encore et je l'écoute. Bon, il n'a pas dit ça il y a 1 an et demi. Non, il a dit ça il y a 4 semaines. Oui, environ. Oui. Donc, moi, je suis certain qu'on va réaliser le dossier de la prison. Mais là, moi, je ne veux pas aller remettre une 5e pelle à côté de la pancarte. Moi, je veux un chantier. Je ne veux pas une affiche. Je veux un chantier. Pour qu'il commence le chantier, il faut le mettre avec les crédits libérés du coût de la construction. Je ferais juste vous dire, puis le monde va comprendre. On arrive au pouvoir, puis on se rend compte que jamais l'ancien gouvernement a fait ce qu'on appelle une grande table de tous les dossiers d'IMO. Ça veut dire IMO, immobilisation. Qui soit en santé, en éducation ou en loisirs, puis dire pourquoi que le premier, c'est les faveurs Turcot, supposons. Il n'a jamais fait ça. Moi, je veux faire cet exercice-là pour être capable de dire voici les 30 dossiers prioritaires de l'État du Québec. Puis cette année, on en met 8 dans ma chaîne à saucisses pour lesquels le Trésor a autorisé les crédits. Les crédits seront votés à ce moment-là. Là, on peut aller en appel d'offres et c'est pas de la farce. Monsieur Gendron, merci infiniment de votre présence à cette émission. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Puis votre honnêteté vous tient toujours à cœur et j'en vous remercie énormément. Et je vous souhaite également un très bon été. Puis, dans l'espoir de se revoir à l'automne. Merci, M. Lacasse. Salut, cher public. Monsieur, je vous souhaite un bon été si on ne se revoit pas d'ici là. Mais quelques bonnes nouvelles en attendant pour être capable, au retour à l'automne, de vous parler que des bonnes nouvelles. Merci. J'en suis persuadé. Merci, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à la dernière émission de la semaine prochaine de On s'en parle. Merci beaucoup. Bonne semaine.